aujourd'hui, on va parler du stockage, donc toujours du stockage de l'électricité, quelle technologie pour optimiser le mix électrique renouvelable. Je rappelle le contexte, au niveau des objectifs de l'Union européenne, du prochain paquet climat-énergie, donc la prochaine directive énergie renouvelable qui sera bientôt votée. Donc on connaît déjà les grandes lignes de ce qui va se passer. Donc l'Union européenne s'est engagée à ce que 32% de la consommation d'énergie finale soit d'origine renouvelable en 2030, alors qu'on était à 17% en 2016, et une part de la production d'électricité de 29,6% à ce même horizon. C'est un hasard, c'est également le même pourcentage au niveau de l'objectif français pour l'instant, 32% de l'énergie finale et 40% de l'électricité fait à partir d'énergie renouvelable, sachant qu'actuellement, oui, là c'est mieux, on est plutôt on est à 16% en 2016 au niveau de l'énergie finale, la consommation de brut d'énergie finale renouvelable, et la part dans la production d'électricité actuellement c'est 19,2%. De l'énergie électrique uniquement. Là justement je faisais exprès de donner les deux indicateurs. Vous avez l'objectif européen est en énergie finale. Donc l'énergie finale, c'est l'électricité, également la chaleur, le rafraîchissement et les transports. C'est pas l'énergie primaire, j'avais fait les définitions hier, vous étiez déjà là. Et donc il y a un objectif par rapport à l'énergie finale et un autre objectif par rapport à la production d'électricité. En fait, il y a également des sous-objectifs pour les transports, c'est 14% par exemple. Voilà. Alors les besoins de stockage, donc évidemment, intuitivement, on se rend bien compte que plus la part des énergies renouvelables va augmenter, et la conséquence c'est que plus la part augmentera, plus on aura besoin de stockage. Par contre, ce qui est important de signaler quand on parle de stockage, c'est qu'il y a différents types de stockage. Et surtout différents types de besoins de stockage. Vous avez les besoins infrajournaliers, donc c'est des besoins de stockage durant la journée. Les besoins hebdomadaires, donc des besoins qui s'étalent plutôt à l'échelle d'une semaine, et les besoins intrasaisonniers, c'est-à-dire qu'on stocke de l'énergie l'été pour l'utiliser l'hiver. Donc tout ça, ce ne sont pas les mêmes besoins. Et donc les besoins de stockage n'apparaissent pas au même moment dans les scénarios de transition énergétique. Ça c'est un premier point à savoir. Également, il existe différentes technologies de stockage. Et donc les technologies de stockage disponibles, je préciserai après lesquelles, sont très différentes et elles sont adaptées à ces différents besoins. Donc besoins infrajournaliers, besoins hebdomadaires et besoins intra-saisonniers. Également, il faut également avoir en tête deux choses distinctes. On a besoin, il faut bien distinguer la part des besoins de stockage pour assurer l'équilibre du réseau, ça c'est un point important, mais également l'intérêt économique à valoriser les surplus potentiels de production d'électricité renouvelable. Donc ce sont deux choses bien distinctes. Alors, il y a un point très important auquel il faut penser, c'est que les besoins de stockage, en fait, en France, sont très mesurés. On n'a pas besoin, dans le court terme et de moyen terme, de beaucoup de moyens de stockage. Il faut savoir qu'actuellement en France on a déjà du stockage, ce qui s'appelle du stockage par station de pompage des barrages hydroélectriques, et on a à peu près 5 gigawatts de stockage. Donc c'est les 5000 mégawatts, ce qui équivaut à peu près à l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires. Donc ça c'est des stockages par step, type de stockage hebdomadaire. Et ce qui est également intéressant de savoir, c'est que les besoins de stockage infrajournalier hebdomadaire seront très limités jusqu'en 2040. C'est-à-dire qu'il faut, pour qu'on ait besoin de ce type de stockage, il faut que la part renouvelable soit beaucoup plus importante. Donc pour l'instant, actuellement, on n'a absolument pas besoin de stockage, hormis les quelques gigawatts de STEP. Donc quand on vous dit oui, si on développe les énergies renouvelables tout de suite, derrière il faut couvrir 1 mégawatt de production par 1 mégawatt de stockage, ça n'a aucun sens. On n'a absolument pas besoin de stockage hors de ce qu'on dispose déjà au niveau de STEP pour pouvoir augmenter
le mix. Pour l'instant, le mix finalement électrique, il est relativement faible en France, de l'ordre de 19%. Voilà. Donc après, on aura la nécessité de besoin du stockage intrasaisonnier, c'est-à-dire du stockage, on va produire de l'énergie en été par exemple pour pouvoir l'utiliser en hiver. Ça, c'est pour des parts dans le mix électrique renouvelable de plus de 80%. C'est-à-dire qu'avant, on n'a pas besoin d'hydrogène comme moyen de stockage. Et donc, quand on parle d'hydrogène comme vecteur énergétique pour équilibrer le réseau, ce ne sera pas avant 2040-2045. Donc c'est pas une priorité de produire de l'hydrogène pour stabiliser le réseau, pour que le réseau soit, que l'offre puisse répondre à la demande. Donc quelques schémas. Ça c'est donc bon à savoir, plus le taux de pénétration des énergies renouvelables est haut, plus les besoins de stockage augmentent, et cela de façon non linéaire. Les besoins de stockage augmentent nettement à partir d'un mix de 80%. Aujourd'hui, on a une part de 19,2%. Donc vous voyez, donc là c'est un graphique qui est assez simple, qui est tiré de l'étude de l'ADEME, un mix 100% électrique, analyse et optimisation. Vous voyez que avec un taux de pénétration énergie renouvelable de 40%, on est toujours à peu près 5 gigawatts de besoin de stockage, et que ça commence à augmenter progressivement mais tout doucement. Vous voyez, à partir d'un mix de 70, on est à 6 gigawatts. Donc vous voyez, entre 40 et 70% de taux de pénétration énergie renouvelable, on n'a besoin que d'1 gigawatt de stockage en plus. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dès qu'on vise 100% de mix électrique renouvelable, alors là, les besoins de stockage augmentent, et de manière exponentielle. Et donc, dans l'étude qu'avait faite l'ADEME, c'est une étude théorique évidemment, la courbe monte de manière exponentielle, et on arrive à 18 gigawatts de stockage pour un mix 100%. Donc dans ce cas-là, évidemment, il faudra du stockage intersaisonnier dans l'optique d'un mix 100%. Exactement la même chose, mais présentée de manière différente. On a 3 types de stockage, donc je répète un peu ce que j'ai dit: stockage infrajournalier, stockage hebdomadaire, stockage intersaisonnier, avec un mix de 40% renouvelable, uniquement 2 gigawatts de stockage infrajournalier, 7 gigawatts de stockage hebdomadaire. Donc, grosso modo, il nous faudrait encore 2 gigawatts de STEP en plus, parce que le stockage hebdomadaire, c'est les STEP, c'est les stations de pompage turbinage. Et on commence à avoir un besoin de batterie, on commencerait à avoir un besoin de batterie électrochimique ou d'autres types de stockage de l'ordre de 2 gigawatts. Donc ce ne sont pas des niveaux d'installation qui sont énormes, quoi. 80%, on reste à 7 gigawatts de stockage hebdomadaire, et par contre on a besoin de plus de stockage type batterie lithium-ion, 8 gigawatts, donc une vraie montée en puissance. Et après, dès qu'on dépasse 80%, là on aura besoin de stockage intersaisonnier, et donc on fera intervenir de la production d'hydrogène produite par électrolyse. Mais 80%, c'est pas pour tout de suite. Donc un autre élément qui est intéressant au niveau de l'hydrogène, bon, c'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'hydrogène pour stabiliser le réseau qu'on n'a pas besoin d'en produire de l'hydrogène. Parce qu'il y a d'autres applications de l'hydrogène, notamment des applications industrielles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 800 000 tonnes d'hydrogène qui sont produites en France, et qui sont produites par réformage du méthane, en fait. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est dès lors que vous avez une forte pénétration de l'éolien et du solaire, donc ça permet de garantir un minimum d'approvisionnement et d'augmenter la part renouvelable. Par contre, ça accroît la part de production d'électricité fatale, c'est-à-dire qui n'est pas valorisable, qu'on ne peut pas utiliser. Donc, perdu si on ne l'utilisait pas. Et donc l'idée, ce serait quand même d'utiliser ces excédents pour les valoriser et quand même produire de l'hydrogène. Sachant que cet hydrogène ne servira pas pour équilibrer le réseau, mais on pourra s'en servir pour remplacer l'hydrogène produit à partir de méthane. Donc c'est ce que j'explique plus loin.
on peut utiliser l'hydrogène pour l'ouverture de débouchés non électriques, donc de l'usage d'hydrogène à usage industriel, ou pourquoi pas des carburants de synthèse, si politiquement on pense que c'est une voie de valorisation au niveau des transports, l'utilisation de l'hydrogène ou du méthane produit fait à partir d'hydrogène pour les carburants. Donc là, dans l'étude de l'ADEME, donnait quelques indications au niveau des quantités qui seraient disponibles en termes de productibles. Et donc on estime qu'au niveau des surplus valorisables, on serait plutôt à l'ordre de 13 TWh en 2030 et une fourchette de 34 à 67 TWh en 2050. Voilà ce qui pourrait c'est la base en fait qui pourrait être valorisée sous forme d'hydrogène. Donc dans cette slide, je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il existe de nombreuses technologies de stockage d'électricité, mais globalement actuellement au niveau des technologies disons, les plus crédibles et les plus avancées pour répondre aux besoins, il y a 3 grands types de technologies pour répondre aux usages infrajournaliers, hebdomadaires ou intersaisonniers à grande échelle. Donc vous avez les STEP. Les STEP c'est plutôt pour les usages hebdomadaires. Stockage électrochimique, plutôt pour les usages infrajournaliers, et le power to gas. Power to gas, c'est pour faire de l'hydrogène ou du méthane via la méthanation, à ne pas confondre avec la méthanisation, pour tout ce qui est stockage intersaisonnier. Évidemment, il y a beaucoup d'autres technologies de stockage, j'en cite quelques-unes. On peut également stocker de l'énergie avec des technologies de type volant en inertie, air comprimé ou bien sel fondu. Les sels fondus, par exemple, c'est les systèmes de stockage qui sont utilisés dans les centrales héliothermodynamiques, les centrales solaires thermiques qui sont on a 2000 MW par exemple en Espagne, il y a pas mal de mégawatts aux États-Unis, en Californie. Donc toutes les nouvelles centrales, même au Moyen-Orient, de plus en plus de centrales qui sont installées, la plupart de ces centrales sont équipées de systèmes de stockage via des sels fondus. Donc en fait la chaleur en fait, est stockée il y a des sels qui sont capables de monter à très haute température et qui leur permet de restituer encore pendant plusieurs heures après leur énergie pour produire du courant électrique via un système classique de production de vapeur. Donc là, c'est un graphique qui vous montre, c'est juste pour voir quelles sont les différentes technologies de stockage au niveau de leur maturité, au niveau de la recherche, développement, déploiement et technologie mature. Donc vous voyez tout ce qui est pompage, turbinage, c'est mature, les sels fondus également. Lithium-ion, ça commence à être une technologie de plus en plus mature. Voilà. Et vous voyez que l'hydrogène, pour le stockage, on est encore au niveau de la démonstration. Voilà. Après, vous avez d'autres types de stockage, mais qui sont encore en l'ordre de la recherche de la R&D en fait. Voilà. Donc une STEP, qu'est-ce que c'est qu'une STEP? Voilà par exemple une photo d'une STEP en Suisse, donc le canton suisse du Valais. Une STEP qui est opérationnelle depuis l'an dernier. Donc vous avez un lac supérieur et un lac inférieur. Donc voilà, un slide qui vous explique comment ça fonctionne. Donc vous avez deux bassins situés à des altitudes différentes qui permettent de stocker l'énergie en pompant l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur lorsque la demande d'électricité est faible, lorsque le courant ne coûte rien en fait ou très peu cher. On l'utilise en fait pour pomper l'eau et le remettre par-dessus du barrage en amont. Voilà, c'est un petit graphique de fonctionnement qui vous explique comment ça se passe. Dans la phase de stockage d'énergie, en fait, l'eau est pompée et remontée au niveau du bassin supérieur, tout simplement. Et quand en phase de restitution d'énergie, c'est l'inverse. On lâche les vannes et la pelletonne en fait permet de produire du courant électrique. On peut faire ça en bordure de mer aussi. Oui, c'est pour après. Donc voilà, bon. Alors les points positifs de STEP, c'est que c'est un système de technologie entièrement mature.
qui est bien adapté au stockage journalier et hebdomadaire. On a des très bons rendements au cycle stockage-déstockage, 80% de rendement pour les centrales les plus récentes. Au niveau de la puissance installée, en France, c'est quand même conséquent, avec 5 gigawatts. Au niveau des coûts, on est de l'ordre de 20 à 60 euros du mégawattheure. Et le coût d'investissement d'un barrage, on est de l'ordre de 1 milliard d'euros par mégawatt, donc c'est pas donné. Et ça assure par an à peu près 6-7 TWh d'énergie stockée. Là, on parle du territoire français. Donc les points négatifs, c'est évidemment des barrages, on ne peut pas en mettre partout. Hein. Et puis il y a donc le potentiel de développement des steppes est limité. Également des problèmes d'acceptabilité sociale. Donc un barrage, en fait, c'est synonyme d'inondation de zones. En France, par exemple, on a couvert des villages qui ont été inondés pour pouvoir faire les rétentions d'eau. Également l'impact environnemental qui n'est pas du tout anodin, donc avec altération possible de la qualité des eaux en période d'étiage, hein, en été quand l'eau est très basse, et évidemment l'impact sur la biodiversité dès qu'on modifie un cadre naturel en fait. Vous parliez des steppes marines, oui, c'est une option qui actuellement est étudiée. Évidemment, c'est pas simple, parce que ça pose des problèmes d'acceptation locale, et donc c'est vraiment des choix de territoire de développer ou pas ce type d'installation. On sait qu'en France, il y a le potentiel pour le faire, notamment moi j'habite Yvetot, dans le pays de Caux, il y a des sites potentiels qui seraient adaptés à ce type d'installation. Au niveau des coûts, donc oui, avec des lieux du nord de la France jusqu'à la Bretagne, il y aurait moyen de mettre en place quelques steppes marines. Donc au niveau des capacités de stockage, on est de l'ordre à 20 à 150 gigawattheures de production, donc c'est des petites installations, hein. On n'est pas du tout dans des grandes installations de stockage, de pompage comme Grand Maison, le barrage de Grand Maison, hein, qui est géré par EDF, où les capacités de stockage sont très importantes. Voilà, donc là c'est une photo par exemple, ça c'est une steppe marine, là c'est une steppe marine d'Okinawa, donc ça vous montre à peu près comment, donc là la capacité de stockage est de 180 MWh, donc vous voyez que le bassin supérieur par rapport à la mer. Donc c'est vrai que l'idée ce serait de mettre en place ce type d'installation qui serait alimentée par des parcs éoliens offshore en fait. Donc typiquement, il pourrait y avoir une bonne corrélation entre l'éolien offshore et les steppes marines. Les surplus d'électricité produite par l'éolien offshore pourraient permettre de pomper de l'eau et de constituer des réserves au niveau du bassin supérieur. Voilà, donc là on rentre dans un sujet un peu plus polémique. Pour répondre aux besoins infrajournaliers, il y a également la solution qui apparemment est en train de prendre, qui prend forme et qui même prend forme dans certains pays. On est déjà très avancé, comme notamment en Australie. C'est tout ce qui est batterie électrochimique. Par exemple, c'est une photo d'une batterie Tesla de 100 MW en Australie, qui est connectée à la ferme éolienne de Newlands Northdale. Il faut savoir qu'en Australie, l'électricité coûte extrêmement cher. Et donc, c'est logique que ce type d'installation soit d'abord installé dans les zones où le courant est très très cher. Et donc voilà, donc les coûts de production sont en forte baisse. Je vais montrer quelques graphiques après. Batterie électrochimique, en stockage stationnaire, vous avez également tout ce qui est stockage individuel ou stockage un peu plus important. Donc vous avez la fameuse Powerwall de Tesla, je vais faire un petit trou de mémoire. Également Schneider qui fait également des batteries. Donc ce sont des batteries pour les maisons. Pareil, actuellement c'est plutôt développé en Allemagne. Pour les mêmes raisons, le coût de l'électricité est plus cher, et donc ça commence à être intéressant dans les pays où le prix de l'électricité est relativement cher.
Donc les points positifs des batteries électrochimiques, ça répond typiquement aux besoins de stockage infrajournalier. Les rendements sont très très bons, contrairement à ce que j'ai pu entendre dans les dernières conférences où les gens étaient un peu sceptiques par rapport à ça. Également, c'est une technologie qui est adaptée au développement de l'autoproduction, de consommation pour réguler directement sur site la production d'éoliennes ou PV. Par exemple, il faut savoir que dans les projets pilotes d'éoliens flottants, qui est actuellement en mer du Nord ou au large des côtes britanniques, on installe des batteries de stockage à côté des éoliennes, en fait, directement. Sur les fondations flottantes, vous avez l'éolienne qui fait 5 MW et à côté, vous avez la batterie électrochimique qui est là pour arriver en complément pour pouvoir alimenter, pour que la machine puisse alimenter en continu le réseau sans problème lié à la variabilité de la puissance. Les prix, il faut savoir que c'est comme pour le photovoltaïque, la baisse est vraiment très très importante. Et en fait, ce sont des technologies qui sont très sensibles à tout ce qui est économie d'échelle. Dès lors que vous construisez des usines gigantesques, les coûts baissent. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Il y a énormément d'investissements en termes de technologie de fabrication de batteries de type lithium-ion, et donc les coûts sont en train de chuter. Ils ont des approvisionnements assurés en lithium? Alors, c'est également un point important, c'est que moi, par exemple, j'avais discuté de ça avec Marion Perrin, qui était une experte stockage au CEA, et donc elle avait fait une étude, déjà il y a quand même pas mal d'années, avec une étude collégiale internationale, et justement sur des réserves de lithium, et en fait, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en lithium. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de lithium, alors malheureusement ou heureusement, il y a les premiers écologiques derrière, notamment en Amérique du Sud, en Colombie, au Chili et en Chine. Le problème, c'est plutôt des problèmes géostratégiques, c'est-à-dire que le lithium facilement accessible et pas cher au niveau de l'extraction, c'est vraiment dans ces deux zones-là de production. Donc ça pose des problèmes, ça peut poser des problèmes au niveau de la sécurisation des approvisionnements, par exemple. Parce que, voilà, mais par rapport aux besoins, par rapport aux quantités disponibles, là les quantités sont relativement importantes et apparemment pourraient subvenir, enfin, d'après les études qui ont été confortées par d'autres études que j'ai pu voir par la suite, permet d'approvisionner sans problème du stockage infrajournalier pour équilibrer le réseau et également pour alimenter les véhicules électriques. Donc là, je ne parle pas des problèmes écologiques de pollution due à l'extraction, mais je parle au niveau des quantités disponibles. Sachant qu'évidemment, si une exploitation à grande échelle du lithium, le beau désert d'Atacama au Chili, il faut le prendre en photo maintenant parce qu'après, ce sera plus pareil, quoi. Également, un point également positif par rapport au lithium-ion, c'est que la technologie lithium-ion, c'est qu'il y a des progrès énormes qui sont faits d'un point de vue technologique et que la durée de vie des batteries est croissante, et avec une forte augmentation du nombre de cycles de charge et des décharges. Et plus on avance, plus les progrès sont importants. Ça s'explique également du fait que la recherche et développement au niveau du stockage électrochimique se fait dans toutes les régions du monde. Vous avez la recherche, il y a énormément de moyens qui sont donnés aux États-Unis, en Chine, en Australie, au Japon, même en Europe. Et donc c'est également pour ça que les progrès sont si rapides et si énormes. C'est que tous les ingénieurs du monde de tous les pays travaillent sur ces solutions-là. Et pas seulement que sur le lithium-ion, il y a d'autres... on travaille déjà sur d'autres solutions de stockage qui pourraient être encore plus intéressantes que le lithium-ion. Et donc la recherche est très importante. On peut vraiment faire un parallèle avec la technologie photovoltaïque par rapport au stockage des batteries électrochimiques. Et là, ça c'est la courbe de Bloomberg, New Energy Finance, qui suit chaque année l'évolution des coûts des batteries. Donc vous voyez que la baisse
est très importante. On part de 1000 $1000 par kilowattheure au niveau de la production en dollars réels 2017 et on prévoit d'arriver à 70 $ en 2030 et c'est encore possible qu'il y ait des baisses encore plus importantes avec d'autres technologies plus tard. Donc la question des points négatifs des batteries électrochimiques, évidemment, c'est la question de l'impact environnemental lors de l'extraction du lithium, également du cobalt et nickel, également les conditions d'extraction de ces matériaux, de ces matières premières. Également la consommation en eau. Il faut voir que l'eau douce, elle n'est pas si importante que ça au niveau de la planète et c'est des technologies qui consomment énormément de potable. Également tout ce qui est question de filière de recyclage à mettre en place. Comme c'est une technologie très, très récente, il faudra également garder à l'esprit que même si le lithium est recyclable, il faudra mettre en place les structures qui permettent de recycler. Un peu comme ce qui se passe actuellement pour le photovoltaïque, où on voit les premières usines de recyclage qui commencent à arriver en Europe. Donc également un point intéressant toujours par rapport au stockage électrochimique, c'est le développement prévisible et attendu des technologies V2G. C'est-à-dire que on va utiliser grosso modo les batteries qui sont dans les voitures pour alimenter le réseau électrique. Déjà, ce type de technologie existe déjà. Par exemple, la nouvelle Nissan Leaf a un système bidirectionnel qui permet de soit charger la voiture avec de l'électricité qui vient du réseau, ou le soir, quand la voiture est branchée au garage, il y a également la possibilité pour la voiture de restituer l'énergie qui n'a pas été utilisée, ou pourquoi pas de revendre au réseau de l'électricité produite quand le prix du courant est assez cher. On pourrait se servir des batteries de véhicules pour répondre aux besoins du réseau. Donc ça, il faut penser ça dans une logique de très large échelle. Dès lors, donc là normalement il y a des écologistes qui vont taper, dès lors qu'on parle du potentiel, si on imagine par exemple qu'il y ait 5 millions de véhicules électriques en France, à l'horizon 2035-2040, on a potentiellement 205 gigawatts de puissance de batterie. Donc typiquement, on pourrait très bien utiliser nos voitures pour gérer les problèmes d'intermittence, enfin j'aime pas le mot intermittence, c'est un mot qu'il faut, pour gérer la variabilité de la production due aux énergies renouvelables. Également, ce qui est également intéressant au niveau des batteries des véhicules, développement des batteries des véhicules, c'est qu'il y a possibilité d'avoir une deuxième vie des batteries. Il faut savoir qu'une batterie au bout de 8-10 ans, elle garde encore à peu près 70 ou 80% de sa puissance. Et donc, quand on sort de la batterie du véhicule, même si le véhicule est en fin de vie, on peut quand même utiliser la batterie et se servir de la batterie pour d'autres usages. Et notamment pour faire du stockage stationnaire, soit dans une maison, ou bien soit on récupère toutes les batteries et on fait du stockage, on assemble les batteries, des milliers de batteries, et on fait du stockage stationnaire plus important. Donc c'est un peu ce qui est prévu quand on part de développer le véhicule électrique. Ça, c'est déjà inclus dans les business plans des industriels et des fabricants de véhicules électriques. Donc voilà, ça vous explique un graphique également un graphique qui explique comment le système fonctionne. Donc au niveau des voitures, oui, ce qu'il faut rappeler, c'est que voilà, le véhicule il est utilisé très peu de temps durant la journée. Donc la disponibilité des batteries d'un véhicule est relativement importante, vu que on utilise la voiture peut-être 1 heure par jour grand maximum, ça dépend à quelle distance vous travaillez. Et donc pendant 23 heures, votre véhicule ne bouge pas et ne sert strictement à rien. Et donc il peut très bien être utilisé pour d'autres usages que pour la conduite.
Donc, première conclusion au niveau du stockage, les STEP, les stations de pompage et les batteries sont les technologies qui offrent le potentiel le plus important au niveau du stockage journalier et hebdomadaire. Et le futur parc véhicule to grid offre des opportunités de gestion très importantes pour gérer la fluctuation de la variabilité des énergies renouvelables. Sachant que la montée en puissance très progressive des besoins de stockage, donc c'est les courbes que je vous ai montrées au début de la présentation, ça fait que les batteries électrochimiques auront un rôle à jouer, mais de manière très progressive par rapport aux besoins du réseau, dans une optique où, politiquement, on fait le choix d'augmenter la part électricité renouvelable de manière substantielle. Si on veut vraiment se débarrasser d'énergie fossile et énergie nucléaire. Il y avait un premier point que je pense que j'ai oublié de vous parler, je vais revenir en arrière, qui était important. C'était dans la présentation, normalement. Voilà. Il y a également, au niveau de la valorisation des excédents, il faut savoir que donc, quand on augmente la pénétration de l'éolien et du solaire, donc ça permet d'augmenter la part, évidemment avec l'hydroélectricité, ça permet d'augmenter la part de l'électricité renouvelable, mais également ça accroît la part de la production fatale, mais également ça réduit la durée d'appel des autres moyens de production. Donc grosso modo, plus vous développez les énergies renouvelables, et moins le nucléaire et le fossile sont rentables. Parce qu'on utilise le nucléaire ou les fossiles uniquement au niveau de la gestion de la variabilité de l'électricité. Donc c'est un système qui est globalement positif parce que ça permet justement de diminuer progressivement les besoins de centrales qui fonctionnent en base, typiquement le nucléaire. Donc plus on développe les énergies renouvelables et plus on diminue la rentabilité des installations nucléaires. Et c'est également pour ça que je pense qu'il y a de fortes réticences au niveau du développement des énergies renouvelables en France. C'est parce que plus vous développez des énergies renouvelables et plus la rentabilité du nucléaire diminue. Et donc ça, c'est pas forcément des choses positives pour ceux qui disposent du parc des centrales nucléaires. Donc je reviens au cours de la présentation. Donc dernier moyen de stockage. Donc là, on parle du stockage intersaisonnier. Donc c'est le power to gas. Donc le power to gas, ça utilise de l'électricité pour produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Et donc cet hydrogène peut être utilisé comme vecteur énergétique directement ou soit transformé en méthane via un procédé de méthanation. Donc tout simplement, c'est la physique. Voilà, donc vous avez les équations de H2O, c'est de l'eau. Donc 2 molécules d'eau par électrolyse, ça vous donne deux molécules d'hydrogène plus de l'oxygène. Et pour faire la méthanation, qui n'est pas la méthanisation, hein, donc on peut produire du méthane à l'aide d'hydrogène. Donc là, il faut 4 atomes d'hydrogène. H2, c'est l'hydrogène, ça. Je suis un peu nul en fiction. Ça remonte à loin. Plus de CO2, plus de dioxyde de carbone, ça vous donne 2 molécules d'eau, plus une molécule de méthane, de CH4. Voilà. Donc au niveau du power to gas, aujourd'hui, la production d'hydrogène par électrolyse, elle est marginale. Aujourd'hui, on produit énormément d'hydrogène, mais c'est ici du réformage de méthane, donc c'est fait à partir de méthane fossile ou par gazéification du charbon. Donc il faut savoir qu'il y a 900 000 tonnes d'hydrogène qui sont produits en France chaque année à partir de méthane, essentiellement, et 60 millions de tonnes dans le monde. Et donc il y a un moyen de convertir la production d'hydrogène fait à partir de fossiles et la faire directement par électrolyse.
Voilà. Et donc les usages de l'hydrogène, 99% d'usages industriels, donc on utilise de l'hydrogène pour produire des engrais via la fabrication d'ammoniac, également une utilisation pour le raffinage des produits pétroliers, désulfurisation des carburants, industrie du verre, etc. Actuellement, comme vecteur énergétique, l'hydrogène est finalement utilisé marginalement et uniquement comme carburant pour les fusées. Donc on peut rappeler quelles sont les utilisations de l'hydrogène comme vecteur énergétique. Donc une valorisation en électricité via des piles à combustible ou des centrales à gaz si on a transformé l'hydrogène en méthane. La possibilité de produire du méthane par méthanisation, donc on peut également l'injecter directement dans le réseau de gaz naturel. Également la possibilité à terme d'utiliser l'hydrogène pour le transport, ou pourquoi pas directement chauffer, utiliser l'hydrogène dans des chaudières pour le chauffage des maisons. Il y a une expérience qui est en cours dans le nord de la France. Également par rapport aux possibilités de stockage, donc on en a parlé. Voilà, donc au niveau de l'injection, on peut soit directement injecter de l'hydrogène pur dans le réseau de gaz naturel, donc on est de l'ordre de 5 à 10%. Il y a des projets actuellement, c'est le projet GRI qui permet on étudie pour voir si on ne peut pas monter, si le réseau ne peut pas accepter 20% de volume d'hydrogène dans le réseau, ou bien plus facile mais plus coûteux, on transforme préalablement l'hydrogène en méthane et là on injecte directement l'hydrogène dans le réseau. Donc l'intérêt également de ça, c'est que le réseau, en fait, c'est le moyen de stockage. En fait. C'est le réseau qui permet de stocker des très grandes quantités de gaz. Là, c'est la phrase d'après. On peut stocker, on estime qu'on peut stocker environ 150 TWh d'énergie, tout usage confondu, grâce au réseau qui existe déjà, en fait. Voilà. Il y a un graphique qui réexplique ce que je viens de dire, mais donc de manière pas différente. Donc soit on fait le choix d'injecter directement l'hydrogène dans le réseau de gaz. Actuellement on peut monter jusqu'à 15% en volume. On étudie la possibilité de voir si on peut monter jusqu'à 20%, ou soit on le transforme en CH4 avant d'injecter. Donc plus on augmente, plus on va augmenter le volume à injecter, et plus il faut passer par le méthane. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train, donc là c'est l'usage de l'hydrogène pour alimenter des flottes de véhicules. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer de manière très rapide en Allemagne, au Japon et également, et on commence à avoir des choses en France, avec beaucoup d'entreprises, des startups qui sont mises sur ce créneau-là. Également Air Liquide, qui est un acteur français qui est très présent sur le marché, qui est très présent au Japon et qui produit des stations hydrogène ou qui participe dans des projets pour mettre en place des stations hydrogène au Japon, et qui est également très présent en Allemagne. Par exemple, là, actuellement, il y a une douzaine de projets en cours, mais ça augmente. Je pense que le nombre de projets est de plus en plus important. On voit que c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre, en particulier dans les pays comme en Allemagne, où ils anticipent déjà le problème de la valorisation de l'énergie fatale, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Comme ils produisent énormément d'énergie renouvelable, ils ont un trop-plein d'énergie, d'électricité renouvelable, qui pour l'instant ils exportent, notamment en France on importe beaucoup d'électricité éolienne et solaire allemande. L'idée c'est qu'ils sont déjà en train de préparer le futur et de penser à utiliser cette énergie fatale pour produire de l'hydrogène. La pile à combustible, à quel rendement actuellement? Au point de vue kilométrage, par exemple, pour un véhicule par rapport à une... Et ça je peux répondre oui, on est 400-500 km. Au niveau de l'autonomie d'un véhicule puis la combustible, on est dans ces endroits-là, avec la Toyota Mirai. Est-ce qu'on peut finir la conclusion et poser des questions après pour la vidéo? Là, on entre dans les slides de conclusion. Donc le power to gas, c'est une technique, je le rappelle une dernière fois, qui est adaptée aux besoins de stockage intersaisonnier massif pour l'électricité. Donc pas besoin
avant un mix, il faut un mix électrique au moins supérieur à 80% pour qu'on ait vraiment besoin d'hydrogène pour le réseau. Autre point, voilà, et oui, grosso modo, c'est ce que je viens d'expliquer. Et donc pour le mix, un mix électricité 100% renouvelable, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il y a plusieurs moyens au niveau du mix électrique pour atteindre les 100%, donc avec des répartitions plus ou moins importantes des différentes filières, que ce soit l'éolien offshore, l'éolien flottant, l'éolien posé, l'éolien terrestre, le photovoltaïque, l'hydraulique, la cogénération de biomasse, etc. Et donc c'est également possible avec les technologies de stockage qui deviennent de plus en plus, dont les coûts de production ne cessent de diminuer. Également, ce qui est important, là je n'oublie pas de le rappeler, c'est la sobriété. Donc c'est d'autant plus facile d'atteindre des mix renouvelables très élevés si on est capable de diminuer les consommations, les besoins en électricité. Donc c'est la sobriété, là j'ai pas oublié, et surtout la gestion de la pointe sont essentielles pour maîtriser le coût du système électrique. Également le fait, mais ça c'est ce qui est prévu, c'est qu'il faut que les coûts des énergies renouvelables et du stockage continuent de baisser pour faciliter le déploiement de ces technologies. Et également le point qui est à mon avis le point le plus important et sur lequel il faudra le plus communiquer et le plus travailler, c'est l'acceptation sociale pour que les gens, si on veut passer sur des mix très élevés en énergie renouvelable, il va y avoir, faut pas mentir aux gens, il y aura beaucoup d'énergie éolienne, beaucoup de systèmes photovoltaïques, et ça, il faudra que les gens acceptent d'avoir des parcs éoliens et des parcs solaires qui soient à proximité des grands lieux de consommation, donc notamment à côté des grandes villes. Voilà, la présentation est terminée.